À mon avis, c'est ça. Ouais. Là, il y a du... Coucou. Bon alors du coup on va commencer le TD avec le premier exercice donc sur les concentrations. Donc normalement vous avez eu le temps de le faire, donc c'est carré. Alors, donc, le petit énoncé fraîchement arrivé en PACES ou en PASS ou en LAS, je ne sais plus comment ça s'appelle maintenant. Vous trouvez une passion inattendue pour la biophysique. C'est que c'est pas vrai, mais imaginez quand même. Vous décidez donc de mettre en pratique vos talents et remplissez une cuve de 200 ml de solution dans laquelle est dilué 11,2 g de BaCl2, qui est un électrolyte faible avec de l'eau. Du coup, donc première question, rappelez les unités du système international pour les concentrations pondérale, molaire, molale, osmolale et équivalente. Alors ça, du coup, c'est juste du cours. Donc en fait, vous aurez les unités du système national pour tous ces trucs-là. Ce sera donc pondéral kilo par mètre cube, molaire mol par mètre cube, molal mol par kilo moins 1. Ou alors ce sera éventuellement mol par litre moins 1 d'eau, parce qu'on sait que l'eau, ça fait 1 litre est égal à 1 kilo. Osmolaire, donc unité cinétique osmol par mètre moins 3. Osmolal, osmol par kilo. Et équivalent, du coup, les équivalents par mètre cube. Alors petit point, là, il y a quelques unités qui risquent de vous paraître un peu floues. Genre, par exemple, les osmoles par mètre cube, ça fait un peu gros, entre guillemets. Du coup, en fait, ça, c'est juste le système international. On peut après, comment dire, prendre des unités différentes, donc des espèces de sous-unités, qui sont plus faciles à manipuler, notamment pour des petites concentrations. Parce que vous n'aurez jamais des mètres cubes de solution, un truc comme ça. Donc, des fois, c'est plus simple, au début, pour faire les calculs, de se servir de ça. Et après, par contre, ouais, dans les équations et tout, faites très attention à homogénéiser, et notamment en passant en unité du SI. C'est très important pour les matières qui vont, pour les chapitres qui vont venir. Ensuite, donc la masse de solvant de la cuve. Alors là, il y a une grosse différence à faire sur solution et solvant. C'est-à-dire que solution, vous allez avoir votre masse d'eau plus la masse de soluté que vous avez rajoutée. Donc là, par exemple, les 11 grammes et quelques de BaCl2, qui en fait vont faire plus que la masse d'eau. Et par contre, du coup, la masse de solvant, cette fois-ci, ce sera uniquement votre masse d'eau, sans du coup comment s'appelle, la quantité de soluté que vous avez rajoutée. Donc c'est pour ça que numériquement, c'est assez proche, mais par contre, ça ne représente pas la même chose. Alors du coup, ce qu'on va devoir faire là, c'est qu'on vous a donné dans l'énoncé, si je ne dis pas de bêtises, le volume total, entre guillemets. Du coup, ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est trouver le volume de soluté qui est pris dans la cuve par le BaCl2, le soustraire, et comme ça, avoir uniquement le volume d'eau qui est présent dans la cuve. Donc pour ça, dans l'énoncé, vous avez la masse volumique, qui donc correspond à une unité de masse par du coup volume. Et donc à partir de ça, avec la masse qu'on vous a mis dans l'énoncé, vous allez pouvoir du coup trouver le volume de BaCl2 qui est présent dans la cuve. Donc le calcul est affiché là, c'est assez intuitif on va dire. Donc vous avez du coup dans la masse de soluté sur la masse volumique, etc. Et on trouve du coup au final 2,87 10-6 mètres cubes. Attention, encore une fois, c'est en mètres cubes. Vous pouvez le passer éventuellement en litres ou dans d'autres unités si vous êtes plus confortable avec d'autres trucs. Voilà. Ensuite, du coup, on va calculer maintenant le volume de solvant dans la solution, donc avec le volume qu'on a trouvé précédemment. Donc là, voilà, on va faire la soustraction entre le volume que vous avez dans l'énoncé, qui était de 0,2 10-3 m3, ou 200 ml, moins ce que vous avez trouvé précédemment donc dans le calcul d'avant, et vous obtiendrez un volume du coup d'eau, donc le volume de solvant d'1,97 10-4 m3. Nickel. Et voilà, donc éventuellement, vous pouvez passer la masse que vous avez obtenue, oui, donc le volume d'eau que vous avez obtenu en litres. Donc vous aurez donc 0,197 litres. Et après, du coup, on sait que vu que c'est de l'eau, 1 litre est égal à 1 kg. Donc vous aurez au final la masse d'eau qui est de 0,190, cette fois-ci kg. Nickel. Alors maintenant, tout simplement, on va remplir le tableau. Ça, c'est des questions assez basiques. Vous avez généralement un tableau à remplir avec toutes les concentrations qu'on a vues au départ. Donc on va faire étape par étape. Donc attention par contre, le BaCl2,
c'est un électrolyte faible, c'est-à-dire à l'inverse par exemple du NaCl qui est un électrolyte fort qui se dissocie complètement, là il va se dissocier partiellement, c'est-à-dire que vous aurez certaines entités chargées et en gros du reste de BaCl2 à la faible. Du coup, donc la concentration pondérale, comme on a vu tout à l'heure, c'est donc la masse sur le volume de solution. Le volume de solution, on l'a calculé précédemment. Donc on va trouver 56 kg par mètre cube. Ensuite, et donc bien sûr, on fait attention, c'est le volume de solvant et non le volume de solution, pardon, et non pas le volume de solvant qu'on utilise. Ensuite, donc la concentration molaire. Donc on doit chercher la quantité de matière de BaCl2. Donc ça, c'est une formule aussi qu'il faut connaître par cœur, c'est-à-dire que la quantité de matière est égale à la masse sur la masse molaire. La masse molaire, on vous la donne dans l'énoncé. Donc là, il y a juste du coup à faire le calcul avec les données que vous avez. Et vous trouvez la quantité de matière. Maintenant, on va servir du N pour calculer la concentration molaire, donc qui encore une fois est sur le volume de solution, attention. Donc vous faites le calcul et du coup vous trouvez une concentration molaire de 0,27 mol par litre ou 270 mol par mètre cube. Ça c'est comme vous voulez. Ensuite, donc la concentration molale, donc attention, là c'est le volume de solvant, donc ce que vous avez calculé précédemment. Donc là vous allez refaire la même équation tout à l'heure, sauf qu'au lieu d'avoir au dénominateur masse volume de solution, vous allez mettre masse solvant. Du coup, donc on trouve ce qu'on a utilisé, donc le 0,197, et vous obtenez une concentration molale de 0,274 mol par kilo, ou mol par litre moins d'un d'eau, c'est pareil. Donc attention, là on passe à la partie un peu plus compliquée de l'exo, les concentrations osmolaires. Donc on va prendre en compte donc, le fait que le BaCl2 ne se dissocie pas totalement en solution. Donc je rappelle vite fait, les osmoles c'est les unités cinétiques, donc c'est-à-dire quand vous avez une molécule qui est neutre de base, ça se dissocie, et du coup vous avez deux entités. Donc non dissocié, dissocié. Donc vous écrivez l'équation de dissociation, donc là c'est ce qui est écrit en rouge, et vous allez utiliser la formule du cours que vous avez, qui est concentration osmolaire pour une entité, pour un électrolyte faible. C'est donc la formule qui s'affiche là. Ensuite, donc la petite explication vite fait, c'est qu'en gros, on a factorisé deux équations, donc la fraction dissociée, donc le mu fois alpha fois C molaire, et la fraction non dissociée qui est du coup 1 moins alpha. Vous additionnez ça, vous factorisez, vous retombez sur l'équation du cours. Et du coup, on fait le calcul, donc on trouve 702 osmoles par mètre cube. Petite remarque, donc le 3 que vous avez dans la formule, c'est le nombre d'entités, donc vous avez 1 Ba2 plus et 2 Cl2, 2 Cl-, pardon. Donc la concentration osmolale, ce sera le même principe, sauf qu'on mettrait concentration molale au lieu de molaire. Du coup, donc, on a le résultat qui s'affiche à la fin, donc 0,712 osmoles par kilo. Et la fraction aqueuse, donc du coup, en gros, ça représente le volume de solution qui est contenu en fait dans le volume d'eau qui est contenu dans la solution. Donc le calcul, c'est assez intuitif, c'est le volume d'eau sur le volume de solution, et en fait, c'est un pourcentage, donc il n'y aura pas d'unité. Donc là, vous prenez ce que vous avez trouvé à la question 2 et le volume initial, et du coup, vous trouvez une fraction molaire, une fraction aqueuse de 0,98. Et on peut remplir le tableau. Voilà, bisous. Bon, du coup, on vous laisse 5 minutes pour corriger, du coup, pour faire l'exercice. Voilà, bon courage.
Bonjour, je m'appelle Héloïse, je suis en deuxième année de médecine et je vais vous corriger l'exercice 2. Alors comme c'est un très long énoncé, je vais vous le résumer rapidement et donc vous verrez déjà une base des informations à prendre en compte. Donc là, on sait qu'on a Nénette qui est aux urgences, on sait qu'elle a eu un malaise et de l'hypotension. On a fait un examen clinique et on sait qu'on a des plis cutanés et une sécheresse des muqueuses et qu'elle a perdu beaucoup de poids en peu de temps. Donc là, vous allez lui injecter 8 grammes d'antipyrine, vous allez recueillir des urines plus tard et voir qu'il y avait 0,65 grammes d'antipyrine et vous allez aussi voir que son bilan sodé n'a pas varié. Vous allez ensuite faire un prélèvement sanguin et vous allez trouver 1 mg d'antipyrine dans 5 ml de plasma. Donc on a également des données, son poids physiologique, sa natrémie, sa fraction aqueuse et une formule pour pouvoir calculer le volume extracellulaire pour la question qui sera la question 3. Donc pour la question 1, on va d'abord commencer à voir les signes cliniques. Donc on sait qu'on a un trouble de la conscience parce qu'elle a fait un malaise et une sécheresse des muqueuses à l'examen clinique. Donc on voit que c'est une déshydratation intracellulaire. On sait que sa natrémie, elle est de 156 mmol par litre moins 1, donc elle est supérieure à 140 mmol par litre moins 1, qui est la constante physiologique à connaître. Donc elle est en hypernatrémie. Ça veut dire qu'elle est aussi en déshydratation intracellulaire. On voit qu'elle a un pli cutané et de l'hypotension qui était aussi dit dans l'énoncé, donc elle est en déshydratation extracellulaire. Donc si vous faites le lien entre les signes cliniques et la connaissance de sa perte de poids, vous pouvez en déduire qu'elle est en déshydratation totale. On sait également que le stock sodé n'a pas varié parce que c'est dit dans l'énoncé, donc elle a un déficit purement hydrique, et ça ce sera important pour plus tard. Donc pour la question 2, pour calculer ses volumes physiologiques de total, etc., d'intracellulaire, extracellulaire, vous allez savoir que le volume d'eau total, c'est 60% du poids du corps. Donc on fait 0,6 fois le poids, donc 65 kg, ce qui donne 39 litres. On fait pareil pour le volume intracellulaire qui est 60% du volume total d'eau, donc 0,6 fois 39 litres qui donne 23,4 litres. Et le volume extracellulaire, c'est 0,4 fois 39 litres, soit 15,6 litres. Donc là, on a les trois volumes physiologiques. Vous pouvez faire des tableaux comparatifs aussi, ce qui va plutôt bien vous aider justement dans ce genre d'exercice, c'est de faire un tableau entre les données physiologiques et les données pathologiques que vous calculez ensuite pour pouvoir comparer, réussir à trouver le trouble et vous aider pendant vos exercices et vos QCM. Pour la question 3, rappelez les propriétés d'un traceur idéal et calculer son volume d'eau total pathologique. On va commencer par donner les propriétés du traceur idéal. Donc, il doit se distribuer uniformément dans la totalité de l'espace à mesurer, il ne doit pas aller dans d'autres compartiments, il ne doit pas être métabolisé, il ne doit pas faire varier le volume à mesurer, parce que sinon ça entraînerait des transferts d'eau entre des autres compartiments et ça fausserait les résultats. Et s'il est éliminé dans les urines, il faut aussi en tenir compte. On va utiliser la formule suivante qui est dans le cours. Donc, volume est égal concentration injectée moins concentration excrétée sur la concentration plasmatique. Et on sait que là, vous avez utilisé un traceur de total qui est l'antipyrine. Donc on va pouvoir calculer le volume total. Donc je ne vais pas vous lire à haute voix le moyen mémotechnique parce qu'on va se faire strike par YouTube, je pense. Mais vous avez ce moyen mémotechnique qui s'affiche ici et qu'on vous dira sûrement dans l'année. Vous avez donc la formule qu'on va utiliser pour le volume d'eau total pathologique. Donc la concentration injectée moins la concentration excrétée sur la concentration plasmatique. Vous faites l'état des données que vous avez la concentration injectée, donc 8 grammes, la concentration excrétée qui est 0,65 grammes. Par contre ici, il faut faire attention, on a la concentration plasmatique qu'on vous donne, ce n'est pas la concentration sanguine mais plasmatique. Et comme on est dans le cas d'un marqueur d'eau total, on sait qu'il va diffuser dans les globules rouges, et donc il ne faudra pas prendre en compte l'hématocrite. D'ailleurs, ici on ne vous l'a pas donné, parce que justement elle n'influencera pas la diffusion, mais il faudra prendre en compte la fraction aqueuse plasmatique qu'on vous a donnée dans l'énoncé, parce qu'elle aura une influence sur la concentration du marqueur. Donc, on voit les données qu'on a. On a une concentration plasmatique de 1 mg pour 5 ml de plasma et une fraction aqueuse de 98%. Donc, on reprend notre formule. Volume de total pathologique est égal concentration injectée moins concentration excrétée sur la concentration plasmatique divisée par la fraction aqueuse. On fait l'application numérique. On trouve 36 litres. Donc, on a notre volume total d'eau totale pathologique. On va ensuite calculer le volume extracellulaire pathologique, puis en déduire le volume intracellulaire pathologique et on aura tous nos volumes. Donc là, on sait qu'on est dans le cadre d'un déficit purement hydrique parce qu'on a vu dans l'énoncé que le stock sodé n'a pas varié. Et c'est dans ce cas-là, justement, qu'on peut utiliser la formule qui a été donnée dans l'énoncé. Donc, natrémie physiologique fois le volume extracellulaire physiologique qui est égal à la natrémie pathologique fois le volume extracellulaire pathologique. Donc ici, on sait qu'on cherche le volume extrapathologique
et qu'on pourra donc l'isoler ensuite pour le trouver. Et on fait l'état de nos données. On a la natrémie physio qui est de 140 mmol par litre, c'est donc millimol par litre moins 1, c'est une concentration à connaître. On a le volume ECO de l'eau physio qui est de 15,6, qu'on a calculé précédemment, et la natrémie pathologique qui est dans l'énoncé de 156 mmol par litre moins 1. On va donc reprendre notre formule, isoler le volume extracellulaire patho qui donne le volume extracellulaire pathologique qui est égal à la natrémie physiologique fois le volume EC physio divisé par la natrémie patho. Et on va faire l'application numérique pour trouver 14 litres. Donc on a notre volume extracellulaire pathologique. Pour le volume intracellulaire, on sait que le volume total, c'est le volume extracellulaire plus le volume intracellulaire. Donc on module un peu notre formule et on trouve que le volume intracellulaire, c'est le volume total moins le volume EC. Donc 36 litres moins 14, ça donne 22 litres. Et on peut vérifier avec notre tableau qu'on avait donc fait pour réussir à avoir la correspondance entre nos résultats et notre hypothèse. On voit qu'on a une déshydratation IC parce que ça a diminué, une déshydratation extracellulaire aussi, parce qu'on est passé de 15,6 litres à 14 litres, et pareil pour le volume total, on a donc une déshydratation globale, et donc on a terminé le QCM. On vous donne 5 minutes pour le prochain exercice.
Du coup, moi c'est Clémentine et je vais vous corriger l'exo 3. Donc on passe à la radioac. Alors, on avait un petit énoncé, bon voilà, il servait pas à grand chose. Juste on avait fait un défaut de masse sur le calcium et le fer. Donc voilà les données. Alors, euh, du coup, voilà ma question 1. Calculer le défaut de masse en UMA du calcium et faire pareil pour le fer. Donc déjà, euh, on peut dire que la masse d'un noyau constitué de Z protons et de N neutrons est toujours inférieure à la somme des masses des protons et des neutrons. Donc si on prend les protons et les neutrons séparément, quoi, ils sont plus lourds. C'est pour ça qu'on a un défaut de masse et il est toujours négatif. Donc, aussi, on sait qu'un atome tend toujours à avoir la plus petite énergie possible pour être stable, pour être le plus stable possible. Donc c'est pour ça qu'il va essayer de se lier pour perdre de l'énergie et pour être stable. Du coup, on peut retenir ça avec la phrase « La liberté a un poids et la liaison rend léger ». Bon, on vous l'a mis. Et la formule principale du coup du défaut de masse, c'est delta M égale masse nucléaire, donc grand M de l'élément, moins Z le nombre de protons fois la masse du proton, moins A moins Z donc le nombre de neutrons, fois la masse des neutrons. La masse d'un neutron. Donc d'abord, on va avoir besoin donc, de la masse des électrons, de la masse des protons et de la masse d'un neutron, mais en UMA, parce qu'on veut le défaut de masse en UMA. Donc on va faire une petite conversion. Donc ça, on vous le donne dans les données, donc, mais normalement, il faudra le savoir après. Donc 1 UMA égale 1 sur NA grammes. Donc voilà, on vous donne la masse des électrons en grammes, donc après c'est un produit en croix. Donc masse des électrons, 0,11 fois 10 moins 27 fois 1 sur 1 sur NA. Donc NA, le nombre d'Avogadro, 6,022 fois 10 puissance 23. Donc on trouvait 0,0005 UMA. Donc on faisait pareil pour la masse des protons, donc 1,00727 UMA. Et pour masse d'un neutron, 1,00866 UMA. Ok. Du coup, après, pour chaque élément, on nous donnait la masse atomique. Donc masse atomique, c'est petit m. Et nous, dans la formule, on a besoin de la masse nucléaire. Donc pour avoir la masse nucléaire, on va enlever les électrons à la masse atomique. Donc on sait que le nombre d'électrons, c'est égal au nombre de protons, donc à Z. Donc voilà, pour le calcium, on fait la masse atomique, donc 39, bon, vous le donnez dans les données, moins 20, le nombre d'électrons, aussi le nombre de protons, fois 0,0005, donc la masse d'un électron. Et on trouvait 39,952 592 UMA. Et pour le fer, donc pareil, pour trouver la masse nucléaire, on enlevait les électrons, et on trouvait 54,925 302 UMA. Donc là, on a tout ce qu'il faut pour trouver nos défauts de masse. Donc voilà, je vous ai remis la formule. Donc masse nucléaire de l'élément, moins Z le nombre de protons fois la masse d'un proton, moins nombre de neutrons fois la masse d'un neutron. Donc pour le calcium, voilà, on fait l'application numérique. Bon, je ne vais pas tout vous dire, mais voilà, j'ai juste remplacé. Et on trouvait moins 0,366 008 UMA. Et pour le fer, du coup, on trouvait moins 0,514 858 UMA. Voilà. Donc on va passer à la question 2. Donc calculer l'énergie de liaison totale de chacun des deux éléments. Donc là, c'est une formule, c'est tout simple. Donc énergie de liaison totale, c'est noté B dans le cours. Et c'est delta M, donc le défaut de masse, fois C carré. Donc pour le calcium, on remplace, donc avec le delta M qu'on vient de trouver. Moins 0,366 008 fois 931,5. Et on trouve, donc ça fait moins 340,936 MeV. Quand on fait fois C carré, ça fait des MeV. Et pour le fer, on trouvait donc B égale moins 479,590 MeV. Voilà. Et la dernière question, donc quel est l'élément le plus stable et pourquoi? Donc il faut savoir que l'élément le plus stable, du coup on l'a dit tout à l'heure, c'est celui qui a l'énergie la plus basse. Et donc là, pour répondre à cette question, on va servir de l'énergie de liaison moyenne par nucléon, donc B sur A. Parce que en gros, donc, les éléments ils vont se lier, ils vont perdre de l'énergie, et on va calculer celui qui libère le plus d'énergie. Du coup, l'énergie de liaison moyenne par nucléon, B sur A, donc voilà, je vous l'ai remis. L'élément qui libère le plus d'énergie est le plus stable. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc pour le calcium, B sur A, c'est le nombre de nucléons. Donc voilà, moins 340,936 sur 40. On trouvait moins 8,5234 MeV par nucléon. Et pour le fer, on trouvait moins 8,7198 MeV par nucléon. Donc après, pour comparer, on prend les énergies en valeur absolue, voilà. Du coup, l'énergie de liaison moyenne du fer était plus grande que l'énergie de liaison moyenne du calcium. Donc le fer, il va libérer plus d'énergie au moment de sa formation, et donc il sera plus stable. Voilà. Du coup, pour l'exo 4, vous avez 6 minutes.
Sur là. Ok. Du coup, l'exercice 4, c'était un exercice sur la transformation isobarique du cuivre en nickel. Bon, il y avait un énoncé, mais bon, il n'était pas très inspiré. Du coup, dans les données, on avait la masse atomique du cuivre, la masse atomique du nickel et la masse d'un électron. Donc la question numéro 1, c'était calculer le défaut de masse ΔM de la réaction. Et après, il fallait voir si c'était une capture électronique ou s'il y avait β+, ou CE qui était possible. Donc ça, c'est la formule d'un défaut de masse. Donc la masse atomique de l'élément avec la masse Z normale, et après moins celle avec la masse atomique avec le Z-1, le tout à la célérité au carré. Donc on appliquait aux données, et du coup on avait le défaut de masse égale 63 929 761 moins 63,927 968, le tout fois la célérité au carré, 931,5, ça il faut le savoir, la célérité au carré en MeV, donc voilà. Et ça donnait 1,670 MeV. Et du coup, en fait, là, on avait 1,670, et du coup, ça c'est supérieur au seuil de 1,022, qui équivaut à l'énergie de 2 électrons. Donc, ça veut dire qu'il y a la β+, et la CE qui sont possibles, et ça, faudra faire attention quand vous serez en colle, que si le prof, dans les items, il met E β+, max égale ceci, alors qu'en fait, si ça se trouve, la β+ n'est pas possible, voilà. Il faut faire attention, du coup, il faut tout le temps calculer son défaut de masse en début d'exercice, pour voir si la β+ est possible de base. Voilà. Voilà, c'est ce qu'on a dit. Ensuite, écrire l'équation β+ de désintégration du cuivre en nickel. Donc voilà, c'est une simple application avec le cuivre qui se transforme en nickel, plus après le photon, plus le neutrino. Et du coup, soit c'est le photon qui prend l'énergie, ou soit le photon plus le neutrino. Donc on va calculer Eβ+ max et Eβ+ moyen. La formule du Eβ+ max, c'est la masse atomique de l'élément avec le Z le plus grand, moins la masse atomique de celui avec le Z le plus petit, moins les fameux deux masses des électrons, le tout à la célérité au carré. Donc on fait l'application numérique. Du coup, je vais pas réparité parce que c'est vraiment très long les chiffres, mais en gros, on trouvait Eβ+ max égale 0,648 MeV. Donc ensuite, on a besoin de calculer la Eβ moyenne. Et ça, Eβ moyenne, du coup, c'est l'Eβ+ max divisé par 3. Voilà. Et du coup, on fait juste l'application numérique. 0,648 divisé par 3, et on trouvait 0,216 mégaélectronvolts. Voilà. Ah oui, on vous laisse 5 minutes pour le prochain exercice.
Bien, bonjour. Moi, c'est Benjamin. Je vais vous corriger l'exercice 5. Bien. Alors, l'exercice 5. On nous parlait d'uranium-238 qui était instable et qui va suivre une cascade de réactions afin de stabiliser son noyau. Donc, le plomb 206 est le dernier élément de la liste. Il n'est pas radioactif, il ne fait pas l'objet de désintégration et il est stable. Dans les données, on nous donne la masse atomique de l'uranium, 234, la masse nucléaire du thorium-230 et de l'atome d'hélium, ainsi que la masse d'un électron, en UMA. Première question, quelles sont les particules produites lors du passage de l'uranium-238 en plomb 206 ? Combien sont-elles ? On considère les désintégrations bêta comme toutes de même type. Alors, afin de résoudre ce type d'exercice, faut penser par étapes. Dans un premier temps, on sait que parmi les types de désintégration connus, seule la fission et la désintégration modifient notre nombre de masse A. Donc, en soustrayant le nombre de masse du plomb à celui de l'uranium, on trouve le nombre de nucléons total éjectés. Ici, c'est une désintégration alpha. La fission ne nous intéresse pas pour le cours du professeur Monteil. Il en parle, mais ça tombe jamais. Donc, quand on soustrait le nombre de masse du plomb à celui de l'uranium, on trouve 32. La particule alpha correspondant à un atome d'hélium, elle emporte 4 nucléons à chaque fois. 32 divisé par 4, 8. Il y a donc 8 particules alpha formées par cette cascade de réactions. Donc la particule alpha emporte aussi 2 protons. S'il n'y avait que des particules alpha émises, le nombre de protons final devrait être de 76. Or ici, nous avons 82 protons, ce qui signifie que des neutrons sont devenus des protons puisque notre nombre de nucléons total reste identique. La transformation qui permet ce phénomène est la transformation β-. 82 moins 76, ça fait 6. Il y a donc 6 désintégrations β- pour établir le nombre de protons. Donc, au final, l'uranium-238 devient le plomb 206 avec libération de 8 particules alpha, de 6 β- et de 6 antineutrinos. Maintenant, on s'intéresse à la transformation de l'uranium-234 en thorium-230. D'abord, donner l'équation de la transformation. Donc, on remarque que lors du passage de l'uranium-234 au thorium-230, le nombre de masse A est modifié. Il ne peut donc s'agir que d'une désintégration alpha. Ici, la formule générale de la désintégration alpha. Appliquée ici, l'uranium-234 devient le thorium-230 plus une particule alpha, qui emporte 4 nucléons, dont 2 protons. Calculer l'énergie libérée par cette réaction. On va se servir de la formule du cours qui nous dit que l'énergie libérée, c'est la masse atomique de l'atome père moins la masse atomique de l'atome fils, moins la masse atomique de notre particule alpha, le tout multiplié par la célérité au carré, soit appliqué ici, la masse de l'uranium moins la masse du thorium moins la masse de l'atome d'hélium fois la célérité au carré. Donc, afin d'avoir les masses atomiques, il nous faut d'abord calculer la masse atomique du thorium, qui vaut sa masse nucléaire plus 90 fois la masse d'un électron, puisqu'il possède 90 électrons, ce qui nous donne une masse de thorium de 230,033080 UMA. Attention, on prend bien la masse atomique de l'hélium dans la formule. Donc pour calculer la masse atomique de l'hélium, c'est sa masse nucléaire plus 2 fois la masse d'un électron, puisqu'il a 2 électrons. Donc la masse de l'atome d'hélium, c'est 4,002603 UMA. L'application numérique afin de trouver notre énergie en remplaçant, et on trouve une énergie de 4,859 MeV. Enfin, calculer l'énergie cinétique emportée par la particule produite au cours de la réaction en se basant sur l'équation énergie cinétique de la particule alpha vaut l'énergie sur 1 plus la masse nucléaire de la particule alpha sur la masse nucléaire de l'atome fils, ici le thorium. L'application numérique, on avait déjà tout calculé et on trouve une énergie cinétique de la particule alpha de 4,78 MeV. Et bonjour à tous, c'est moi. Du coup, là, on va lancer la colle. Donc, en gros, comment ça se passe? Donc là, vous avez 8 QCM, vous avez 30 minutes pour les faire. Donc, on arrêtera à peu près dans 30 minutes, quoi, donc vers 19h30. La colle, il n'y a pas de grille, d'accord? Elle n'est pas classante ni rien, c'est juste pour que vous vous entraîniez un petit peu sur des QCM. Donc, comme vous l'avez vu, c'est des QCM qui portent sur les notions de la pré-rentrée. Et est-ce que vous ne ferez pas une petite blague pour vous détendre avant la colle? Vous avez intérêt d'applaudir même si vous n'êtes pas. Donc Non, la blague, tu as Je fait? vais être assis. Alors,
Que fait Platon lorsqu'il a des démangeaisons? On sait pas. Je sais pas. Il Socrate. Wouh. Bon, après ces belles paroles pleines de philosophie, on va pouvoir faire la colle. Donc c'est parti, vous avez 30 minutes les loulous.
Ok, du coup, on va commencer la correction de la colle. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là aux questions-réponses de la semaine dernière, moi, c'est Léa, je suis en 3 colle. Ok, donc pour le premier QCM, donc c'est un exercice du plongeur. Il tombe assez fréquemment. Donc, là, on nous dit que le petit étudiant, il réalise la plongée sous-marine et il part explorer les fins. Du coup, il fait de la plongée. L'énoncé nous dit que pour cela, il utilise une bouteille contenant un mélange gazeux dont la composition est proche de celle de l'air atmosphérique, c'est-à-dire 20% d'oxygène et 80% d'azote. L'énoncé nous donne la solubilité de l'oxygène et de l'azote, le volume plasmatique total du sujet et nous indique que tous les calculs doivent être réalisés dans les conditions STPD. Du coup, pour le QCM, l'item A, pardon. Donc, dans un premier temps, la plongée nous dit qu'elle s'effectue au niveau de la mer. Donc, item A, à 40 mètres de profondeur, le volume d'azote dissous est de 0,072 ml par millilitre de plasma. Donc, pour répondre à cet item, il fallait connaître la formule de la loi d'Henry. Donc, c'est VSTPD est égal à SPV, avec S, le coefficient de solubilité du gaz. Ici, il fallait prendre 0,018 ml par millilitre de plasma. Et V, volume dans lequel le gaz est dissous en millilitres. Donc, on met à la corbeille les litres. Vraiment, on oublie pour ce genre de QCM. Et P, la pression partielle du gaz en ATM. Du coup, toutes les données nécessaires étaient dans l'énoncé, excepté la valeur de la pression à 40 mètres de profondeur que l'on peut déterminer. Donc, on sait qu'au niveau de la mer, la pression atmosphérique, elle est de 1 atm. Et de plus, dans le cours, il est dit que la pression augmente de 1 atm tous les 10 mètres. Donc, on peut donc en déduire la pression à 40 mètres de profondeur en faisant tout simplement l'addition 1 plus 4, qui fait bien 5 atm. Du coup, on peut appliquer la formule. Il ne faut surtout pas oublier de prendre en compte le pourcentage d'azote contenu dans la bouteille qui est de 80%, soit une valeur à prendre en compte de 0,8 dans le calcul. Ça, il ne faut pas l'oublier parce que ce n'est pas forcément noté dans la formule, mais il faut absolument le prendre en compte, sinon vous obtiendrez une valeur fausse. Donc, application numérique, on trouve 0,072 ml par millilitre de plasma dont l'item il était bien vrai. Item B, donc il était faux. Là, il y avait une erreur d'unité. À 40 mètres de profondeur, le volume d'oxygène dissous dans le plasma est de 90 ml par millilitre de plasma. Donc là, l'unité, elle était fausse. En effet, ici, on recherche le volume dissous dans le plasma. On va donc prendre en compte le volume plasmatique total du sujet. Donc, il nous est donné dans l'énoncé à 2,5 litres. On le convertit en millilitres, ce qui nous fait 2500 millilitres. Et on peut du coup appliquer la loi d'Henry. Et on obtient donc 80 millilitres. Donc l'item il était faux. Item C, à 40 mètres de profondeur, le volume d'oxygène dissous dans le plasma est de 0,036 millilitres. Donc ça, on peut répondre en lisant l'item B, on prend bien en compte le volume plasmatique total du sujet. Si vous avez trouvé 0,036 ml, c'est parce que vous n'avez pas pris en compte le volume qui était donc de 2500 ml. Ensuite, pour les deux derniers items, donc là, on nous dit la plongée, elle s'effectue plus à la hauteur de la mer, mais en altitude. Donc le petit étudiant, il plonge dans un bassin montagneux dont la pression est de 0,8 atm. Donc donc item D, à 50 mètres de profondeur, le volume d'oxygène dissous dans le plasma est de 122,4 millilitres. Donc il fallait bien tenir compte du changement de valeur de la pression initiale qui n'est plus de 1 atm mais de 0,8 atm. Donc, on peut noter que la pression, elle est bien inférieure parce que l'altitude, elle augmente. Donc, pour obtenir la pression à 50 mètres, il fallait prendre en compte le 0,8 atm de la pression initiale et y rajouter 5. Ça nous fait donc une pression de 5,8 atm. On peut ensuite calculer notre volume avec toujours la loi d'Henry. On n'oublie pas le 0,02
qui est le pourcentage d'oxygène contenu dans la bouteille. Je le répète, c'est très important parce que cette valeur, elle apparaît pas dans la formule et on peut vite l'oublier. Et on obtenait bien donc 104,4 millilitres. Ce qui fait que l'item E était bien vrai. Voilà. Coucou. Alors moi c'est Tom et je vais vous faire la correction de QCM 2. Alors dans le QCM 2, vous vous munissez d'une bouteille de détergent et dans cette bouteille de détergent, il y a un volume de 100 ml de NaOH. Dans les données, on a la composition de la bouteille, le alpha du NaOH, les masses molaires des composants, la masse volumique de l'eau et le poids de la bouteille. Attention à l'unité qui est en hectogrammes. Alors j'ai fait un superbe schéma que je vous prie de profiter. Franchement, il est magnifique. Alors, QCM item A, c'est faux. Alors, la concentration molaire, on rappelle la formule. C égale N sur V. Le V, c'est le volume de solution. Or, dans l'énoncé, attention, on a le volume de soluté. Et on sait qu'il y a un quart de NaOH qui compose la bouteille. Donc, si on prend X, le volume de la solution, un quart de X égale à 100 ml. Donc, le volume de solution est de 400 ml. On peut, par soustraction, trouver donc le volume d'eau qui est de 300 ml aussi. Donc là, on a tous les volumes. Maintenant, il nous manque le nombre de moles de NaOH. On rappelle la formule, N égale M sur grand M la masse molaire, qui est dans l'énoncé, mais on n'a pas la masse de NaOH. Là, il faut penser que dans l'énoncé, on a la masse de la bouteille, qui est de 5,3 hectogrammes, et pas kilogrammes, attention, ce qui fait 513 grammes. C'est fois 10 puissance 2 le hectogramme. Donc la masse de la bouteille, c'est la masse de l'eau plus la masse de NaOH. On veut la masse de NaOH, on va calculer la masse de l'eau en passant par la masse volumique. Rho égale M sur V. On a calculé le volume de l'eau, on isole la masse, on fait attention à l'homogénéité, le rho est en grammes par litre, donc le volume est en litres, donc c'est 0,3 litres, 300 millilitres. Et on obtient donc 300 grammes. Donc par soustraction, la masse de NaOH, c'est la masse de la bouteille moins la masse de l'eau, ce qui fait 213 grammes, qu'on va maintenant implanter dans la formule de N, et on obtient donc 5,325 mol. On fait une application numérique dans la formule de la concentration molaire, et on obtient donc une concentration molaire de 13,31 mol par litre. Attention, le volume de la solution est en litres, donc 400 ml devient 0,4 litres. Voilà, donc on fait bien attention à la conversion. QCMB, la fraction molaire de NaOH est de 0,32. Alors non, la fraction molaire, c'est N sur N total. Donc N sur la somme de toutes les quantités de matière, donc N du solvant, l'eau, et la somme de toutes les quantités de matière des solutés. Là, il n'y a que NaOH, donc ce sera uniquement NaOH. Donc, dans le cas présent, ça nous donne 2 fois NaOH sur N de l'eau plus 2 fois NaOH. Alors, il faut faire attention ici, faire très attention que la fraction molaire, on la calcule après dissociation. C'est-à-dire que ce n'est pas des moles qu'on obtient en N, mais des osmoles. Et ici, il y a 2 osmoles qui sont formés par mol de NaOH. C'est-à-dire que le NaOH, il va donner du Na+, et du OH-. Donc, c'est-à-dire qu'une mol va donner 2 osmoles. Donc, la seule donnée manquante est le N de l'eau. Et on a calculé la masse de l'eau avant, on a la masse molaire de l'eau, ce qui va nous donner le nombre de moles de l'eau, qui est de 16,67 moles. On fait de l'application numérique et on obtient la fraction molaire, qui est de 0,4. Maintenant, QCMC, la concentration osmolale est de 35,5 osmoles par litre d'eau. On rappelle la formule de la concentration osmolale, qui est N osmolale, le nombre d'osmoles, sur la masse de solvant. Cette fois, c'est la masse du solvant. Attention, du solvant. Donc on sait que le NaOH se dissocie en Na+, et en OH-, donc en 2 osmoles. Donc une mole de NaOH donne 2 osmoles. Donc le nombre d'osmoles, c'est 2 fois le nombre de moles. On a calculé le nombre de moles précédemment, donc le nombre d'osmoles est de 10,65 moles. Et on remplace dans la formule. Donc on avait
Donc la concentration osmolaire qui est de 10,65 sur 0,3 kg. Donc ça, c'est la masse de l'eau. Ce qui donne 35,5 osmoles par kilo, soit 35,5 osmoles par litre d'eau moins 1. On rappelle que 1 kg d'eau, c'est 1 litre d'eau, c'est une conversion à savoir. Et les unités sont équivalentes. Maintenant, dès la concentration osmolaire est de 26,62 osmoles par litre, ça c'est vrai. Dans l'énoncé, on a alpha qui vaut 1. Et ça veut dire que NaOH est un électrolyte fort, c'est-à-dire qu'il va se dissocier entièrement dans la solution. Donc il n'y aura que des ions dissociés à la fin. Et donc pour un électrolyte fort, la formule, c'est que la concentration osmolaire, c'est mu fois la concentration molaire. Et mu, qu'est-ce que c'est? C'est le nombre d'ions formés par la dissociation du NaOH. On appelle ça aussi des unités cinétiques, le nombre d'unités cinétiques. Donc c'est osmolaire, c'est 2 fois la concentration molaire qu'on a calculée précédemment, et ça donne 26,62 osmoles par litre. Dernier QCM, la solution est diluée. Alors on dit qu'une solution est diluée quand la fraction molaire de l'eau est supérieure à 0,99. On rappelle que la somme des fractions molaires est de 1, donc ici la fraction molaire de l'eau plus la fraction molaire du NaOH vaut 1. Par soustraction, pour trouver la fraction molaire de l'eau, on fait une soustraction, 1 moins la fraction molaire de NaOH qui valait 0,4. Donc là, ça fait un résultat de 0,6. Donc, comme j'ai dit précédemment, une solution est diluée si la fraction molaire de l'eau est supérieure à 0,99. Donc ici, on voit bien que c'est inférieur à 0,99. Donc, la solution n'est pas diluée. Et voilà, je crois que c'est tout pour moi. Donc, les réponses étaient C, D. Voilà, des bisous. Allez, recoucou à tous, donc on se retrouve pour le QCM 3, donc qui était un QCM sur les déplacements moléculaires. Donc vous savez, c'est le gros chapitre avec toutes les formules, mince, je fais des bêtises, c'est bon. Avec toutes les formules un petit peu difficiles, donc pas de problème, hein. Je vous rappelle que vous avez vraiment tout le semestre pour apprendre toutes ces formules, et que toutes ces formules s'adaptent vraiment aux conditions dans lesquelles vous vous trouvez. Donc là, du coup, qu'est-ce qu'on vous disait d'important? Donc on savait qu'on avait une cuve de 3 litres de solution et qu'elle était répartie en 2 compartiments, donc un de 2 litres et un de 1 litre. Et on savait que la température était de 20 degrés. On vous disait que l'urée, donc on mettait de l'urée dans les 2 compartiments, que dans le compartiment A, on en mettait 130 millimoles et dans le compartiment B, on en mettait 30 millimoles. Donc vous aviez un certain nombre de données qu'on va utiliser pour faire nos différents calculs. Donc dans l'item 1, on vous demandait si le solvant est diffusé du compartiment B vers le compartiment A. Donc pour ce faire, on va calculer les différentes concentrations dans les différents compartiments. Donc dans le compartiment A, on calcule la concentration. Donc vous savez que la concentration, c'est la quantité de matière sur le volume de solution. Donc ici 130 millimoles sur 2, puisqu'on fait attention, au compartiment A, il y avait bien 2 litres. Et on trouve 65 millimoles par litre. On fait pareil pour le compartiment B, d'accord, N sur V. Le N, on vous disait que c'était 30 millimoles, mais attention, ici, le volume, c'était de 1 litre. Donc au bout du compte, on avait 30 millimoles par litre. Donc là, ce qui nous saute aux yeux, c'est qu'on a une concentration qui est plus importante dans le compartiment A, puisque 65 c'est plus gros que 30. Donc du coup, notre solvant, donc ici est l'eau, va vouloir tendre à aller diluer le milieu le plus concentré. Donc du coup, on va avoir bien un flux d'eau, un flux de solvant, qui va aller du compartiment B vers le compartiment A. Dans l'item B, vous demandez de calculer le coefficient de friction molaire. Donc attention, entre coefficient de friction molaire et moléculaire, c'est pas la même chose, ok? Donc la formule du coefficient de friction molaire, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est ce coefficient qui est donc égal à Na, le nombre d'Avogadro, fois F, le coefficient de friction moléculaire. Et donc comment on calcule ce coefficient de friction moléculaire? En fait, on va utiliser la loi de Stokes, qui dit que ce coefficient il est égal à 6 fois pi fois le rayon de la molécule fois la viscosité. Donc bien le rayon en mètres et la viscosité en pascal seconde. Et donc ce coefficient de friction moléculaire, on va le calculer, on le multipliera par le nombre d'Avogadro et ça nous donnera le coefficient de friction molaire. Bien attention à ça, ça peut être des pièges. Donc on avait un rayon ici de 1,1 10-11 mètres, une viscosité qu'on remet bien en pascal seconde, et on trouvait un coefficient de friction moléculaire de 2,07 10-13 kg par seconde. On continue notre calcul. Mince. Pour avoir le coefficient de friction molaire, donc on multiplie par le nombre d'Avogadro, 6,022 10 puissance 23, et on trouve 1,25 fois 10 puissance 11 kg seconde. Et donc l'item C, il était faux.
En fait, dans l'item C, on va le voir tout de suite après, c'était la valeur de la mobilité mécanique molaire qu'on vous donnait. Donc attention, c'est deux choses différentes, hein. La mobilité mécanique molaire, c'est le petit b, je vous rappelle, et là, on vous demandait le coefficient de friction molaire, donc le Na fois F. Et donc là, on va vous demander de calculer le débit. Donc du coup, on va utiliser cette formule-là. Donc le débit qui nous dit que c'est JD qui est égal à plus RT, donc R la constante des gaz parfaits, T la température qu'on pense bien à remettre en Kelvin, fois la mobilité mécanique molaire du solvant à travers la membrane, fois S la surface en mètre carré, fois le gradient de concentration en mol par mètre cube, enfin mètre moins 4 du coup. Donc on va calculer justement la mobilité mécanique molaire. Donc on sait que cette mobilité mécanique molaire, elle est égale à l'inverse du coefficient de friction molaire. Donc 1 sur Na fois F. Donc on fait l'application numérique avec ce qu'on avait tout à l'heure et on trouvait une mobilité mécanique molaire de 8,022 10-12. Cependant, attention, on vous disait qu'il y avait une membrane, donc il faut tenir compte des caractéristiques de la membrane. Donc on va multiplier ce coefficient B par 1 moins sigma K. Sigma, je vous rappelle, c'est le coefficient de réflexion du solvant sur la membrane et K la porosité. Donc on multiplie bien notre petit b par tout ça pour avoir le petit b à travers la membrane. On fait notre application numérique, donc 8,022 10-12 le résultat qu'on vient de trouver, 0,6 le coefficient de réflexion et 0,4 la porosité. Et on trouvait 1,28 10-12 secondes par kilo. Donc on va pouvoir maintenant calculer le gradient de concentration, c'est tout ce qui va nous manquer pour faire notre calcul. Donc on va faire la différence des concentrations sur l'épaisseur de la membrane. Donc la différence de concentration, donc 65 moins 30, qu'on laisse en millimoles par litre ou en mol par mètre cube, d'accord, c'est la même chose, c'est la même unité, mais ce qui compte c'est qu'on soit homogène au niveau des unités avec tout le reste de la formule, donc il faut bien laisser en millimoles par litre ou en mol par mètre cube, et l'épaisseur de la membrane qu'on pense bien à remettre en mètres, et on trouve un gradient de concentration de 7,8 10 puissance 5 mol par mol mètre moins 4. Donc on peut maintenant appliquer notre formule, on a tout ce qu'il nous faut, la constante des gaz parfaits, nos 20 degrés qu'on remet en Kelvin et qu'on va donc ajouter à 273, notre mobilité mécanique molaire à travers la membrane, notre surface qui était donnée en centimètres carrés, donc là il faut bien la remettre en mètres carrés, donc on fait bien fois 10 puissance moins 4, et notre gradient de concentration. Et on trouvait donc un résultat qui était de 6,08 10-6 mol par seconde, et donc on vous le demandait en millimoles par seconde, donc on va multiplier par 10 puissance 3, et on trouvera 6,08 10 puissance moins 3 millimoles par seconde. Et donc l'item E était faux. Et il fallait cocher ABD pour ce QCM. Voilà, voilà. Bon, allez, c'est les petits potes. Coucou, branche. Bon, allez, on passe au QCM 4. Donc, du coup, on dit qu'on reçoit Arthur après une bonne séance de sport. Il décide de boire beaucoup plus que prévu. Et donc, du coup, il va boire près de 2 litres d'eau. Il se sent nauséeux. Évidemment, quand on boit trop d'eau, on a un peu la gerbe. C'est pour ça que, du coup, il va aller aux urgences. Et donc, vous êtes l'interne présent sur les lieux. Et vous allez déterminer son trouble. Donc, pour ça, du coup, vous avez la nattrémie qui est de 134 millimoles par litre. Donc, ça, c'est la nattrémie pathologique, vous l'aurez deviné. Et vous avez un poids pathologique de 67. Donc là, du coup, le premier item, c'est le poids physiologique d'Arthur est de 69. Donc ce qui est essentiel de comprendre dans l'énoncé, c'est que Arthur, il va avoir bu 2 litres d'eau. Donc une prise de poids de 2 kg. Vous savez que 1 litre d'eau, c'est 1 kg. C'est pourquoi on peut écrire que finalement, le poids pathologique, ça va être... Alors attendez, je mets le pointeur comme d'hab. Alors ça va être le poids physiologique plus 2. Donc du coup, nous ici, ce qu'on cherche, ça va être le poids physiologique. Donc notre poids physiologique, finalement, ça va être nos poids patho, moins 2. Bon, du coup, on fait l'application numérique, c'est 67 moins 2. Bon, là, je suis un peu un cassos si je me suis trompé, mais c'est bien 67 moins 2. Et on trouve un poids physiologique de 65. Donc là, tout truc tout con, on sait qu'on a une surcharge hydrique de 2 kg. Donc du coup, on a le poids pathologique. On va soustraire 2 kg de notre poids pour avoir le poids physiologique. Vous allez voir que c'est super important de faire de cette façon. Après, Arthur est en hyperhydratation globale. Donc du coup, pour cet item, il n'y avait pas besoin de faire de calcul. Il faut aller au plus vite en biophy. Donc on sait que Arthur a ingéré un surplus d'eau. Donc du coup, on peut d'ores et déjà dire qu'il est en hyperhydratation globale. Donc ça, il fallait répondre directement vrai à l'item. Après, l'item, c'est le volume d'eau total pathologique est de 40,2. Donc là, c'est là où vous allez voir qu'il faut absolument repasser par le volume d'eau physiologique et après pathologique. Donc pour ça, donc du coup on a dit qu'on avait un volume
on avait un poids physiologique de 65. Là, vous savez, on fait 60% de 65 pour trouver le volume d'eau total. Donc ça nous donne 39. On en profite pour calculer en même temps sous forme d'un tableau. Donc du coup, 60% pour trouver l'intracellulaire. Donc 60% de 39, ça nous fait 23,4. Et on fait de même pour l'extracellulaire. Donc 40% de 39. Et on trouve 15,6. Bon, moi, je vais rajouter généralement l'anatrémie physiologique de 140. Après, du coup, au point de vue pathologique, on sait qu'on avait 39 litres. Donc du coup, on avait 39 litres d'eau et on va rajouter donc du coup 2 litres qu'il a bu parce que du coup, il va s'ajouter directement au litrage donc d'eau physiologique. Donc on obtient 41. Et là, c'est super important, c'est que si on avait pris directement, parce qu'on s'est dit, bah ouais, il a directement 67 kg de poids pathologique, donc je vais faire 60% de ça. Et finalement, vous allez voir que c'est pas possible, donc du coup, ça nous donne 40,2 et c'est là où c'est pas bon. Donc il faut bien repasser par le poids physiologique, faire le volume d'eau total physiologique et enfin ajouter 2. Donc parce qu'il y avait 2 litres d'eau qui nous donne 41. Donc voilà, donc l'item C, il était bien faux, hein, le volume d'eau total pathologique, il n'est pas de 40,2 mais de 41. Donc ça, c'est ce que je vous ai expliqué. Après, on va chercher donc le volume d'eau extracellulaire pathologique. Donc là, on va utiliser cette formule, donc la natrémie physiologique fois le volume intracellulaire physiologique égale à la natrémie patho fois le volume intracellulaire patho. On va isoler finalement ce qui nous intéresse, donc le volume intracellulaire pathologique. On manie la formule de telle sorte à isoler ça. On fait notre application numérique. Donc 140 fois 23,4 qu'on avait calculé tout à l'heure dans le tableau, divisé par 134, donc la natrémie pathologique. Et on obtient du coup un volume intracellulaire de 24,44 litres. Donc là, évidemment, on demande le volume extracellulaire. Donc pour ça, on va repartir du tableau. On avait calculé que le volume d'eau total était de 41. On a calculé ensuite via la formule donc le volume d'eau intracellulaire qui était de 24,44. Finalement, on fait la soustraction des deux pour nous donner le volume extracellulaire. Je vous rappelle que le volume d'eau total, c'est le volume intracellulaire plus le volume extracellulaire. Et on trouve un total de 16,56 litres. Et donc finalement, l'item E, il est impossible de déterminer le volume d'eau extracellulaire si avec les données, donc là, on pouvait calculer le volume d'eau extracellulaire. Après, juste pour l'anecdote, certains sportifs boivent beaucoup trop d'eau et se retrouvent en hyperhydratation. Donc ça, c'est super important. S'hydrater, c'est bien, mais pas trop non plus. S'hydrater, c'est encore mieux. Voilà, des bisous. Donc c'était BD. Tu as enlevé le... Coucou les loulous, du coup on va se retrouver pour corriger rapidement 2 petits QCM de cours sur la radioac. Du coup celui-là c'était sur les rayonnements et l'ionisation de la matière. L'item A, il était vrai, les rayonnements électromagnétiques ils n'ont bien ni masse ni charge. Et leur énergie et leur longueur d'onde sont différentes. Voilà. Plus la fréquence d'un photon augmente, plus son énergie augmente. C'était vrai aussi. Comment on le voyait ça? On utilise la relation de Planck-Einstein. Voilà, donc E, on a E qui est l'énergie en joules et mu la fréquence en hertz. Et on voit bien que ils sont tous les deux proportionnels. Si E augmente, mu augmente et inversement. Du coup, l'item B était bien vrai. Item C, un rayonnement ayant une énergie de 14 électronvolts pourrait être responsable d'ionisation de molécules d'eau dans le corps humain. Ça, c'était vrai aussi. Le seuil énergétique pour les molécules d'eau, il est de 13,6 eV. Donc ça veut dire que tous les rayonnements qui sont au-dessus de 13,6 eV, donc 14 c'est au-dessus de 13,6 eV, ils pourront ioniser les molécules d'eau. Voilà. Item D, un électron est une particule indirectement ionisante. Non, ça c'est faux. Comme l'électron il est chargé, il va pouvoir ioniser directement la matière. Donc ici on a 2 petits rappels. Un rayonnement qui est directement ionisant, il va délivrer directement son énergie à la matière, donc c'est les particules chargées. Et à l'inverse, un rayonnement indirectement ionisant, c'est un rayonnement qui va être neutre. Et il va donc d'abord devoir transférer son énergie à des particules qui, elles, sont chargées. Et c'est elles qui vont pouvoir ioniser la matière. Donc en fait, on dit que l'ionisation, elle se fait en 2 étapes. Et ensuite, l'item E était faux aussi. Les rayonnements X utilisés en radiographie sont des rayonnements non ionisants. Non, ils sont bien ionisants. Voilà, ici vous avez un petit rappel. Les deux seuls rayonnements non ionisants utilisés en médecine, ce sont les ultrasons pour les échographies et les ondes magnétiques pour les IRM. Voilà. Du coup, au final, les lettres vraies pour le QCM5, c'était A, B et C. Donc, on va passer rapidement au QCM6, qui était un QCM de dosimétrie.
Item A, la dose absorbée correspond au transfert d'énergie qui se produisent au sein de la sphère. Ça, c'est faux. Cette définition, c'est la définition du kerma. Donc, comme vous pouvez le voir sur l'image, en fait, il y a différents rayonnements qui traversent la sphère. Et ceux qui vont interagir à l'intérieur de la sphère, donc celui qui est en haut et celui qui est en bas, les deux qui sont entourés, quoi, ça va correspondre au kerma. À l'inverse, la dose absorbée, c'est l'énergie qui va être déposée au sein de la sphère. Peu importe où ces rayonnements ils interagissent, la dose absorbée, ça correspond à tout ce qui est à l'intérieur de la sphère, donc tout ce qui est entouré en violet. Voilà. Ensuite, la dose équivalente prend en compte le facteur de pondération tissulaire. C'était faux aussi. Elle prend seulement en compte le facteur de pondération des rayonnements. Si on veut prendre en compte le facteur de pondération tissulaire, il va falloir utiliser la dose efficace. Voilà. Item C, on parle d'exposition externe lorsque la source de l'irradiation est déposée à la surface de la peau. C'était faux aussi, ça c'est la définition de la contamination externe. L'exposition externe, c'est effectivement une source qui va être à l'extérieur de l'organisme, mais à distance. Par exemple, quand vous passez une radio, la source elle est à distance de votre corps, et donc ça c'est de l'exposition externe. L'item D était vrai pour calculer le débit de dose à 1 mètre d'une source ponctuelle de rayon X, on utilise bien cette formule. Avec D qui est le débit de dose bien en milligrés par heure, là l'activité en becquerel, E l'énergie de la source en MeV et I l'intensité de la source en pourcent. Et on fait bien attention de prendre l'intensité et non la perte d'intensité. Et enfin l'item E il était faux aussi parce que la formule elle était bien juste, c'est bien pour calculer le débit de dose émise par une source de particules β-, mais à 10 cm de la source et non à 1 mètre. Voilà, il était là le petit piège. Du coup, la seule réponse vraie au QCM6, c'était la D. Voilà, bisous. Coucou tout le monde, alors on va corriger le QCM7. Donc c'était l'étude d'une désintégration β-. Alors l'item A, on demandait de calculer le défaut de masse. Donc, le défaut de masse, c'est quoi? Ça s'intéresse seulement au noyau, c'est la différence entre la masse du noyau et celle de ses composants. C'est bien important de prendre la masse nucléaire, donc la masse du noyau sans les électrons, et pas la masse atomique, qui est la masse du noyau, plus celle des électrons. Donc on calculait la masse nucléaire du rhodium, en enlevant la masse des électrons à notre masse atomique, et ensuite on l'injectait dans notre formule du défaut de masse, et on trouvait ce résultat suivant. Donc l'item A était faux. Item B, on nous demandait l'équation de la désintégration β- du rhodium. Donc une désintégration β-, qu'est-ce que c'est? C'est quand un élément est trop riche en neutrons, à l'intérieur de son noyau, il va transformer spontanément un de ses neutrons en un proton. Donc son numéro atomique, Z, il va augmenter de 1 unité. Donc par exemple là dans l'équation de la désintégration, on passait du rhodium au palladium et non pas au ruthélium comme dans l'énoncé. Dans un même temps, une particule β- et un antineutrino, donc il faut faire gaffe à ne pas confondre avec le neutrino, il y a bien la barre dans l'équation, là il n'y était pas donc c'était faux. Donc item C, donc ça c'est l'équation des intégrations qui était bonne. Item C, même correction. Ici, c'est le ruthélium qui n'était pas bon. Ensuite, on nous demandait de calculer l'énergie maximale de la transformation. Donc il faut faire gaffe, ici c'est une β-, on ne confond pas avec la formule pour l'énergie maximale de la β+, qui est différente. Ici, c'est la différence des masses atomiques entre le père, ici, et le fils, fois la sérité de la lumière au carré, qui est 931,5 MeV. Ça, faut bien l'apprendre. On fait notre application numérique et on retombe sur ce résultat. Donc l'item était bien faux. Ensuite, donc, dès qu'on avait notre énergie maximale, on pouvait, comme demandé dans l'item E, calculer notre énergie moyenne en appliquant notre formule et on divise tout simplement l'énergie maximale par 3 et on retombait sur le bon résultat. Donc l'item était bien vrai. Donc il n'y avait que la réponse E. Voilà.
Salut, alors du coup je me présente parce qu'on m'a jamais vue, j'étais pas là pendant les questions-réponses. Du coup je m'appelle Wissal, je suis en 2e année de médecine et je suis tutrice en colle en biophys. Alors du coup on va corriger le QCM 8. On va vite fait le lire rapidement. Grégory, grand fan de Cyril Lignac depuis sa tendre enfance, décide de tester la fameuse recette du fondant au chocolat. Voulant toujours mettre sa petite touche d'originalité, il décide de mettre des copeaux d'iode 131. Donc on vous a mis la notation de parenthèse. Pour cela, il dispose d'une boîte de 2,11 x 10 puissance 26 UMA de copeaux. Il espère ainsi faire fureur avec cette nouvelle recette auprès des membres du tutorat. Alors, on avait beaucoup d'items, mais en soi, c'était surtout de l'application de formules, donc on va voir ça. Alors, item A, alors le nombre de noyaux initial dans la préparation, on nous demandait en fait le nombre de noyaux, donc il était vrai. En fait, on utilise la formule petit n égale grand N sur Na égale petit m sur grand M. Ici, nous, on cherchait le nombre de noyaux, du coup, on va isoler le grand N. Et on obtient cette formule, la masse sur la masse molaire fois le nombre d'Avogadro. Alors du coup, ici, en fait, il faut savoir que quand on a des exercices ou des QCM comme ça en radioac, la masse molaire, en fait, c'est tout simplement le nombre de masse de l'élément. Ici, c'était l'iode 131, du coup, la masse molaire qu'on utilise, c'est 131. Alors, la conversion des grammes en unités de masse anatomique, elle est vraiment importante, il faut vraiment la connaître. Ici, il y a une petite subtilité, mais on va le voir du coup. Comme je vous ai dit, ici, on n'avait pas besoin de convertir les UMA en grammes, parce qu'en fait, le nombre d'Avogadro, il va apparaître au dénominateur dans la division, quand on va le convertir, puis en tant que facteur de multiplication lors de l'utilisation de la formule. Alors en fait, je vais vous expliquer avec la formule, c'est plus simple. Alors ici déjà, on va essayer de faire comme si on convertissait nos UMA en grammes. Donc on fait un produit en croix. Un UMA, on sait que c'est 1 sur Na, donc 1 sur 6,022 fois 10 puissance 23 grammes. Et ici, on avait 2,11 fois 10 puissance 26 UMA qu'on devait convertir en grammes. On fait un petit produit en croix et on obtient une masse d'environ 350,4 grammes. Une fois qu'on a notre masse, on passe à la formule qu'on avait vue précédemment, donc grand N égale 350,4 fois le nombre d'Avogadro sur 131. Ça nous fait 1,61 fois 10 puissance 24 noyaux. Sauf qu'ici, comme je vous avais dit, en fait, on n'était pas obligé de faire tout ça. On aurait directement pu en fait, diviser notre masse en UMA par la masse molaire et ça nous donnait exactement la même chose. Voilà, et du coup, comme je vous ai déjà dit, vous n'avez pas la masse molaire dans les données, il faut prendre directement le nombre de masse A comme valeur. Item B, on nous demandait la constante de désintégration. Alors ici, c'est un petit piège, mais c'est vraiment le piège classique qu'on voit souvent, c'est les unités. Donc voilà, il faut faire très très attention. On utilise la formule lambda égale ln de 2 sur T1 demi. L'application numérique, donc là, si on utilise les 8 des données, c'était en jours. Du coup, ça nous donne une constante de désintégration de 8,66 fois 10 moins 2 jours moins 1. Et du coup, voilà, ici, c'était l'unité qui était fausse. Et si on veut l'avoir en seconde moins 1, on multiplie 8 jours par 24 pour avoir en heures, fois 3600 pour l'avoir en secondes, ce qui nous donnait 1 fois 10 moins 6 secondes moins 1. Item C, l'activité initiale de l'échantillon est 2. Donc en fait, on va utiliser la formule A0 est égal à N0 fois lambda. On avait déjà notre N0, on a déjà notre lambda, on fait de l'application de formule. Et du coup, comme je vous avais dit, il fallait faire attention parce que du coup, si on est tombé dans le piège à l'item B, et bien du coup, ici, on tombe aussi dans le piège parce que lambda, en fait, il faut que ça soit en seconde moins 1. Puisque en fait, l'activité en becquerel, c'est le nombre de désintégrations par seconde. Du coup, il faut homogénéiser les unités. Du coup, pour avoir notre activité en becquerel, on utilise bien la constante de désintégration en seconde moins 1. On fait de l'application numérique et on obtient une activité de 1,61 fois 10 puissance 18 becquerel. Du coup, on avait un petit sous-énoncé. On nous disait qu'en fait, ça faisait 15 jours que son gâteau était sur la table et que du coup, il se demandait pourquoi ça n'avait pas marché, pourquoi personne ne mangeait son gâteau. Et du coup, on nous demandait le nombre de noyaux. Alors en fait, là, on va utiliser l'autre formule pour calculer le nombre de noyaux. C'est égal, donc le nombre de noyaux est égal à N0, donc on a déjà calculé tout à l'heure, fois l'exponentielle moins lambda t. Là encore, en fait, on a déjà toutes les données, donc c'est que de l'application de formule. Notre N0 qu'on a déjà calculé à l'item précédent, fois exponentielle, attention du coup, le lambda ici, par exemple, en fait c'était en 15 jours, mais j'aurais pu utiliser celle qu'on avait trouvée à l'item B qui était en jour moins 1, ça m'aurait évité de multiplier les 15 jours par 24 par 3600. Là, comme j'ai pris la constante de désintégration en seconde moins 1, je multiplie mes jours en secondes.
Du coup, on avait un nombre de noyaux de 4,4 fois 10 puissance 23. Et voilà, du coup, ne surtout pas oublier d'homogénéiser les unités. Et dernier item, on nous demandait l'activité du radioélément au bout de ces 15 jours. Alors là, on va utiliser une autre formule pour calculer l'activité, pas la même que tout à l'heure. C'est un peu le même style que celle qu'on a utilisée à l'item D, mais là pour l'activité, pas pour le nombre de noyaux. Donc l'activité est égale à l'activité au temps initial fois exponentielle moins lambda t. La même chose que tout à l'heure. Du coup, là, vous pouvez voir que j'ai utilisé les 15 jours et la constante de désintégration en jour moins 1. C'est plus rapide. Et du coup, on a une activité de 4,39 fois 10 puissance 17 becquerel. Alors, attends, le petit piège, c'est pas vraiment un piège, mais des fois, quand on va aller très vite, on oublie. C'est qu'en fait, on va avoir la valeur de 1,19 fois 10 puissance 7 et on va avoir tendance à mettre faux. Alors, il va falloir faire très attention parce que c'était en curie qu'on nous l'a demandé et pas en becquerel. Du coup, il faut convertir les becquerels en curie. Il faut absolument savoir cette conversion aussi parce qu'elle est très très importante si on l'utilise beaucoup. 1 curie est égal à 3,7 fois 10 puissance 10 becquerel. Petit produit en croix encore une fois. Et ça nous donne une activité de 1,19 fois 10 puissance 7 curie. Du coup, les réponses étaient A, D, E. Et voilà. Donc voilà, là vous avez un petit tableau récapitulatif qui vous récapitule les lettres vraies. Du coup, vous aurez ce soir sur Community donc, le sujet et la correction d'actualiser. Et donc, on a un petit message d'un autre tuteur qui n'a pas pu être là parmi nous, qui vous souhaite plein de courage et qui vous apporte tous ses encouragements et sa motivation pour ce début de semestre. Et voilà, on est tous derrière vous et on vous fait de gros bisous et à plus. Gros bisous. Au revoir. Est-ce que je vais mettre ma grosse race?